Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Divergence politique, épisode 38 au programme aujourd'hui, négociation de paix et euthanasie. Et en même temps, on va faire un petit point sur la Roumanie. On va pas interdire les plans à trois, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour. Le bruit et la fureur. Rien à foutre. Nique ta mère. Madame Pécresse, c'est Madame 20h02. À 20h02, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Silicon Valley en Seine-Saint-Denis, c'est plutôt la Silicon voilée, non? Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Au revoir. Xavier, bonjour. Bonjour. Alors, on va d'abord commencer par quelque chose par rapport à l'ancien épisode, parce qu'on a tourné l'épisode un tout petit peu avant le résultat des élections en Roumanie, et surtout qu'on s'est totalement trompé sur le résultat. Est-ce que tu as un petit mot à faire passer avant justement qu'on parle des gros sujets de la semaine? Sur le résultat, je pense pas qu'on soit trompé. Je pense que Simeone a gagné. Simplement, comme disait Staline, l'important pour les élections, c'est pas ceux qui votent, c'est ceux qui comptent. Et ceux qui comptaient, c'était Emmanuel Macron. Et de la même manière que maintenant, il est clair maintenant que Donald Trump avait gagné l'élection il y a 5 ans et que cette élection lui a été volée. Ce qui est, je pense, non, l'erreur que j'ai faite, hein, c'est que et c'est pas la première fois, c'est-à-dire que j'ai tendance à considérer que tous les acteurs sont rationnels. Parce que truquer cette élection de manière aussi énorme, c'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler que le Sémione, pour lequel d'ailleurs j'ai pas tellement de sympathie, hein, est arrivé avec 21 points d'avance à 41 contre son successeur qui était à 20. En principe, truquer l'élection, ça supposait une telle manipulation que ça discrédite complètement l'élection. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le régime bruxellois et le régime de Paris sont tellement aux abois vis-à-vis de la politique de l'Union européenne, vis-à-vis de la politique vis-à-vis de la Russie, puisque la Roumanie est une zone clé, hein, c'est un pays riverain de la mer Noire, c'est le Danube qui est un axe, encore une fois, d'approvisionnement pour l'Ukraine. Donc, la question était tellement sensible pour eux qu'ils y sont allés à fond, sans prendre de gants et en truquant l'élection de manière ouverte, hein, quasiment. Alors, le problème qui s'est posé, c'est Pavel Durov. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas prévu, puisque normalement, finalement, l'élection devait être truquée comme a été truquée l'élection moldave, et puis après, on n'en parle plus. Mais là, en fait, finalement, Pavel Durov a remis sur la table la réalité de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la France, que le régime de Paris a eu un rôle fondamental en mettant en place une task force, on peut appeler ça comme ça, ces 6 derniers mois pour renverser le cours démocratique de la vie politique roumaine. Donc, et une task force qui impliquait à la fois le ministère des Affaires étrangères français, ça on le savait. Ça a été d'ailleurs dit par Georgescu, ça a été confirmé sur la chaîne française par Sémione, et qui impliquait également la DGSE, ce qui, à mon avis, est plus grave, puisque traditionnellement, normalement, contrairement aux services secrets anglo-saxons, il n'y a pas de mélange des genres à l'intérieur des services secrets français. Ils travaillent pour la défense des intérêts de la France, voilà. Et là, finalement, la Macronie a fait de la DGSE une officine sur le modèle un peu anglo-saxon, une officine politique qui est là pour s'immiscer finalement et organiser des coups d'État. On a l'impression d'être revenu à la France-Afrique, sauf que cette fois, la colonie s'appelle la Roumanie. Ce qui s'est passé est extrêmement déshonorant pour les Roumains, hein. C'est-à-dire que la France s'est immiscée dans les affaires roumaines comme elle avait tendance à s'immiscer dans les affaires africaines après la décolonisation. Et alors que les Africains sont en train de nous foutre dehors, et ils ont bien raison, eh bien, finalement, on se comporte avec la Roumanie comme on se comportait avec nos anciennes colonies.
OK. Bon, bah, merci pour ce petit point. On va passer, au sujet principal, les négociations de paix. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur certains sujets. Donc, là, récemment, d'ailleurs, nous avions fait un live. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre la cloche des notifications. Parce qu'on a fait un live un petit peu surprise avec Alexis qui était en direct, de Floride. Et avec votre fidèle serviteur, moi, j'étais présent depuis Moscou. On parlait justement en direct de l'appel entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Est-ce qu'il y a eu des avancées réelles? Parce qu'en fait, dans les médias français, on nous raconte que voilà, Poutine veut la paix parce qu'il est dans une situation catastrophique. Et du jour au lendemain, on nous dit l'inverse, que c'est un va-t-en-guerre et qu'il ira jusqu'au bout, jusqu'à sa propre défaite. Oui, en fait, la séquence est intéressante. Oui, il y a eu une réalisation concrète, c'est qu'il y a eu un échange de prisonniers, de 1000 prisonniers qui a été lancé, donc qui a commencé. Il y en a déjà 270, de mémoire qui ont été échangés. Donc ça déjà, c'est une excellente chose. D'autant plus qu'il y a des civils, puisque les troupes, otano-kieviennes ont kidnappé des civils dans la région de Koursk et donc les Russes ont pu récupérer, je crois, 120, civils, donc c'est une excellente chose. Pour ce qui est du reste de ce qui avait été discuté à Istanbul, là aussi ça a avancé puisque les Russes ont dit qu'ils transmettraient le mémorandum en fait, enfin leur esquisse du mémorandum qui doit être signé avec Kiev pour se mettre d'accord sur une sortie de guerre, on va dire. Alors, puisqu'il est question donc de signer un mémorandum, entre les 2 pays. Donc les choses avancent. Ce qui est clair, c'est que la Russie a le temps de son côté, puisque tous les jours que Dieu fait, eh bien, le front avance de plus en plus vite en faveur de Moscou. Les Russes sont désormais rentrés dans la région de Dniepopetrovsk. Là, on peut commencer à dire Yekaterinoslav, puisque c'est le nom russe. Donc, les Russes sont rentrés donc, dans cette région. Ils continuent à progresser vers le nord à partir de la zone Pakrovsk-Toretsk et également autour de Kupiansk. A priori, désormais, les Russes sont à 500 mètres de la ville de Kupiansk. Donc les choses tournent très très mal pour Kiev. Vladimir Poutine, en plus de ça, a décidé de créer une zone tampon, donc qui va parcourir toute la frontière nord de l'Ukraine et donc la frontière sud de la Russie, donc au niveau des régions de Bryansk, de Koursk, de Belgorod et Kharkov. Kharkov, la zone tampon est déjà plus ou moins établie depuis le mois de mai d'il y a un an. Donc ça aussi, c'est une mauvaise nouvelle pour les Kieviens, évidemment. C'est une perte de territoire supplémentaire et c'est aussi un signal qui est envoyé en disant: «Dépêchez-vous d'accepter les conditions actuelles parce que ce que vous allez avoir, ce sera encore pire». Après, du côté occidental, effectivement, donc on sait plus trop comment se comporter. On est à la fois dans le déni, on a des discours qui sont totalement abscons puisque, par exemple, c'est non, c'est que l'Ukraine retire ses troupes des territoires que la Russie ne contrôle pas déjà, c'est une ligne rouge. Mais en fait, quand vous perdez la guerre, il n'y a pas de ligne rouge. On a une espèce de pensée incantatoire qui est complètement absurde. C'est comme si, à la fin de la Première Guerre mondiale, les Allemands avaient dit: «Bah non, on ne peut pas se retirer de la Belgique et de l'Alsace-Lorraine, c'est une ligne rouge». Bon, bah, dans ce cas, on continue l'offensive, quoi. Donc en fait, c'est assez, je dirais presque touchant de voir cette classe politique soviétique totalement dépassée par une histoire dont elle l'ignore beaucoup. On voit que c'est des gens qui n'ont pas étudié l'histoire, qui n'ont pas travaillé, médité sur l'histoire et qui sont dans le marketing et qui pensent qu'en fait, en répétant 1000 fois que c'est pas possible, eh bien, ça sera pas possible. Mais encore une fois, là, l'enjeu pour Kiev, c'est de sauver ce qui reste de l'Ukraine. Et c'est pas dit que ça va fonctionner. Voilà un peu la situation. Et puis, en arrière-plan, il y a évidemment Zelensky et son clan qui ne veulent pas lâcher de pouvoir parce que, quoi qu'il arrive, s'il y a négociation, s'il y a un cessez-le-feu aux conditions russes, il y a des élections en Ukraine. Et pour Zelensky, c'est la fin, évidemment. Surtout si, effectivement, les 5 régions sont perdues définitivement. Alors justement, au niveau de la fin, le groupe financier JP Morgan Chase, alors je vais le partager, quelque chose, je crois que c'est la première fois qu'on le fait sur Divergence, mais c'est bien, pour montrer directement les différentes prévisions sur la fin du conflit en Ukraine.
avec différentes probabilités et surtout des cas. Parce qu'en fait, voilà, vous avez les noms, tout est en anglais. Et aussi leur petit avis, bon, l'avis à l'américaine. Dans le meilleur des cas, à 15%, un scénario à la sud-coréenne. Tu nous diras ton avis après et tes pourcentages aussi. Donc 15% de probabilité pour la Corée du Sud, le cas coréen, parce que voilà, c'est l'Occident qui maintient son soutien à Kiev et les troupes européennes entrent officiellement et utilisent les 300 milliards russes, des actifs gelés russes pour aider l'Ukraine. Voilà, donc ça c'est leur meilleur cas, évidemment, qui ne vont pas dire le contraire. Après, un cas à l'israélienne, donc en gros c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas la présence de troupes européennes ou américaines. D'ailleurs, c'est même pas évoqué le cas des troupes américaines. Pays militarisé, complètement assiégé, on sent leur parti pris forcément. À 20% de probabilité, le cas de la Géorgie, moi je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'ils le prédisent à 50%, où ils disent que l'Ukraine perd progressivement le soutien de l'Occident, son économie, sa stabilité politique. Donc ils sont quand même assez logiques malgré tout. Parce qu'en soi, personnellement, mon cas, ce serait plutôt à la géorgienne, je trouve, le résultat final. Surtout, comme quand tu as déjà pu évoquer lors des différents épisodes et sur tes stratpols, au niveau du manque de soutien américain derrière, on n'aura pas beaucoup de soutien autre qu'américain, en particulier européen. Et ils disent que l'Ukraine retourne sous l'influence de la Russie. Donc déjà, ils considèrent que la Géorgie est revenue dans la sphère d'influence russe. Et le pire des cas, à 15%, le cas biélorusse, en gros, une sorte de capitulation de l'Ukraine et une soumission, c'est les termes qui sont utilisés, une vassalisation de l'Ukraine par la Russie. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je pense qu'il y a un point qu'ils ont posé à la base qui est faux. L'Ukraine n'est pas un pays. L'Ukraine, c'est une comment dire? Un florilège de différents peuples. C'est une mosaïque, voilà, c'est une mosaïque de différentes ethnies et donc en fait, considérer l'Ukraine en tant qu'un pays, c'est une erreur. Cela dit, on peut prendre les scénarios un par un. Le scénario sud-coréen, en fait, ça fait allusion au partage de la Corée à la fin de la guerre de Corée. Donc ça, je n'y crois pas, mais c'est quelque chose qui était proposé dès le début de l'année 2023 dans la presse américaine. C'était notamment dans Politico. Pour on va dire, pour l'administration américaine de l'époque, donc Joe Biden, c'était une bonne solution puisque ça permettait de maintenir l'état de guerre et donc de maintenir les sanctions. Parce que le problème, encore une fois, on va dire pour la gauche américaine, la gauche démocrate américaine, c'était, et ça peut aussi être le problème pour Donald Trump, faut pas le cacher, ce serait la réunification de la fin de la guerre, en fait. La fin de la guerre, ça peut permettre de recoller la Russie et l'Union européenne, et donc de nouveau permettre à l'Union européenne d'avoir une énergie bon marché et d'être de nouveau compétitive. Et ça, évidemment, ni Joe Biden ni Donald Trump n'en ont envie. Donc la solution nord-sud-coréenne était une bonne solution puisque ça permettait de maintenir l'état de guerre, donc les sanctions. La solution israélienne, alors est-ce qu'elle est réalisable? Moi, j'y crois pas du tout. Déjà parce qu'il n'y aura pas de troupes, qui vont être envoyées, contrairement à ce que, enfin, c'est une hypothèse qu'ils font. Il n'y aura pas de troupes européennes ou américaines qui seront envoyées en Ukraine. Et ça aussi, ça concerne le cas israélien. On n'a pas d'argent à donner pour permettre à l'Ukraine de tenir face à la Russie. Voilà. Donc ça, c'est les deux premiers scénarios, les 15 et 20%, on évacue. Le scénario géorgien, il n'est pas vraiment comparable, même si c'est celui qui se rapproche, il se rapproche quand même un peu plus. Pourquoi? Parce que la Géorgie a perdu 2 provinces en 2008, c'est l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, mais la Russie ne les a pas réunifiées. Alors que on aurait pu comparer ces deux scénarios si l'accord d'Istanbul avait été signé en avril 2022. À l'époque, la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk n'étaient pas intégrées à la Fédération de Russie. Ces deux territoires ne l'ont été qu'après le référendum du mois de septembre. Donc là, on n'est pas du tout on n'est pas dans la même configuration. Là, la Russie non seulement maintenant a intégré la République populaire de Donetsk et de Lugansk, mais en plus, j'ai la région de Zaporozhye et la région de Kherson. Donc là aussi, je pense que ce scénario n'est pas raisonnable.
enfin, n'est pas, on se rapproche de quelque chose qui ressemble plus à ce qui pourrait se passer. Et puis le dernier, la biélorussification, ça supposerait que l'Ukraine reste en l'état. Voilà. Or, c'est pas ce qui va se passer. L'Ukraine va être découpée, quoi qu'il arrive. La Russie va prendre au moins 5 régions, donc Crimée, Kherson, Zaporozhye, Donetsk, Lugansk, au moins, au moins. Et donc, en plus de ces régions, donc il y aura cette zone tampon. Et le reste, on ne sait pas ce que ça va donner. Encore une fois, l'Ukraine est un faux pays. Et les Kieviens vont-ils vouloir continuer à vivre avec les Ukrainiens de l'Ouest? Pourquoi est-ce que les Magyars que Staline a intégrés à la République socialiste soviétique d'Ukraine ne retourneraient pas avec la Hongrie? Pourquoi est-ce que la Bessarabie et la Bucovine du Nord ne retourneraient pas avec la Roumanie, etc., etc. Donc, il y a des tas de cette espèce de mosaïque qu'est l'Ukraine, en fait. Rien ne dit qu'elle va survivre et c'est plutôt un scénario d'éclatement de l'Ukraine, de fin de l'État ukrainien qui pourrait arriver plutôt qu'une biélorussification qui supposerait que l'Ukraine reste un État cohérent, ce qu'elle n'est déjà plus. La Biélorussie est un État cohérent du point de vue ethnique, même s'il y a une différence, on va dire, ouest-est. L'ouest est plus tourné vers la Pologne, il y a beaucoup plus de catholiques à l'ouest, par exemple, qu'il y en a à l'est, mais malgré tout, il y a quand même une composante ethnique et il y a, comme on disait, un vouloir vivre ensemble. Voilà. Il n'y a pas ça en Ukraine. Et dès que le système dictatorial et totalitaire se sera effondré après la défaite de l'armée ottano-kievienne, je pense que toutes ces parties qui ne s'entendent pas entre elles, en fait. Il faut bien se rendre compte que ce que c'est que la Galicie et la Volhynie. Ce sont deux régions qui regardent le reste de la planète comme un ennemi. Et même entre elles, d'ailleurs, même la Galicie et la Volhynie ne s'aiment pas entre elles. Donc, et le bandérisme vient de là. Donc, la défaite militaire ottano-kievienne va avoir des conséquences qui peuvent aussi se transformer en une guerre civile. Et donc, non, il n'y a pas de. Il manque un scénario, en fait, ce qui est, à mon avis, le principal, c'est l'éclatement complet de l'Ukraine. Un éclatement politique suite à une défaite militaire. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ce qui m'a frappé dans cette analyse aussi, c'est que pour eux, c'est terminé cet été. Je suis pas aussi optimiste. Je pense que ça peut se terminer cette année, mais cet été, ça me paraît quand même un peu rapide, à moins que les Russes nous surprennent. Ils peuvent le faire. Et que là, on ait surestimé finalement la solidité de l'armée ukrainienne. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand j'écoute un peu ce que disent, y compris des gens qui sont pro-Ukraine, comme le général Kempf, comme Röpke, qui est un journaliste allemand assez connu, très pro-Ukraine, ils sont très, très pessimistes. Mais vraiment un point où je me dis peut-être qu'on ne sait pas tout. Alors on commence à voir une image de l'armée ukrainienne qui est très fragilisée. Pardon. Mais c'est peut-être pire que ce que moi, par exemple, j'imagine. Et même si je ne pense pas que les Russes fassent des grandes offensives, je pense qu'ils vont continuer leur pousser sur l'ensemble du front pour tenter de provoquer un écroulement militaro-politique, en fait. C'est-à-dire qu'on va arriver à un moment, un peu comme à la fin de la Première Guerre mondiale, où c'est le centre politique qui va dire on ne peut plus tenir et il faut négocier. Et là, eh bien, on revient sur la question des négociations avec Donald Trump, c'est-à-dire que la zone de rencontre existe déjà à Istanbul, grâce à la proposition de Vladimir Poutine, soutenue par Donald Trump et imposée par Donald Trump à Zelensky. Et donc, finalement, on verra sans doute Zelensky, les 4 perdants européens, Macron, Starmer, Merz et Tusk, aller voir Donald Trump en lui demandant d'organiser la renégociation finale qui consistera à accepter exactement ce que les Russes vont demander. Mais justement, moi j'ai une question par rapport à ça, c'est que pourquoi les Russes ont voulu faire ces négociations-là, sachant pertinemment sûrement d'ailleurs, qu'en fait ça n'aboutirait à rien? Parce que, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'avancées et de rapprochement, dans la discussion entre, Poutine et Trump, que des négociations en direct avec les Ukrainiens à Istanbul. Je pense pas que ça serve à rien. Il faut remettre dans le contexte. Le contexte, c'est que l'armée ukrainienne est en train de perdre la guerre. On est dans le même contexte que quand février, mars, avril 2022. Contrairement à ce qu'on nous racontait, parce que tout le monde était focalisé sur Kiev,
l'armée ukrainienne se prenait une raclée monumentale alors que la Russie n'attaquait qu'à 1 contre 3. C'est la première fois que l'invasion d'un pays est organisée en une telle infériorité numérique. Les chiffres qui étaient donnés par les Ukrainiens, c'était 420 000 hommes. Selon l'OTAN, il y avait entre 120 et 160 000 hommes côté russe. Donc on était dans un rapport de 2 à 3 fois inférieur pour les Russes. Malgré ça, les Russes ont pris Kherson en 9 jours. Ils ont fait 100 km vers le nord, ils ont franchi le Dniepr, ils ont pris le pont d'Antonovka, je crois que c'est le nom. Ils sont rentrés dans Kherson en 9 jours. Ils se sont emparés en moins de 3 jours de la centrale nucléaire de Zaporozhye. Ils ont définitivement encerclé le deuxième port du pays, Mariupol, au bout de pareil d'une semaine. Donc en fait, là, et finalement, ils se sont emparés de cette ville de 450 000 habitants en 2 mois. Donc pourquoi est-ce que Kiev négocie? Parce que Kiev perd la guerre. Donc la bonne chose, c'est qu'à ce moment-là, ils se rencontraient. Puisque je rappelle aussi que le 24 février, le jour où l'opération commence, Zelensky demande à négocier. Le héros résistant Zelensky dit « Je suis prêt à discuter de la neutralité de l'Ukraine ». Le 25, Lavrov dit « OK ». Le 28, premier rendez-vous à Minsk. Et il ne faisait pas ça parce que ça lui faisait plaisir. Il faisait ça parce qu'il voyait bien qu'il perdait la guerre. Et donc, ça a failli aboutir à un accord, on ne va pas revenir là-dessus, mais finalement, avec l'Angleterre et les États-Unis qui ont poussé à la continuation du conflit, on est passé dans un autre conflit. Mais on peut estimer que, en gros, la guerre réellement entre Kiev et Moscou, entre l'Ukraine et la Russie, a duré même pas 2 mois, et que c'était plié. Et que c'est à partir du moment, en avril, où l'OTAN rentre dans la guerre, où là, on passe à une guerre qui est d'une toute autre échelle, et qui va... alors, le problème pour la Russie, c'est que ça va durer plus longtemps, ça va être beaucoup plus coûteux, mais l'avantage, je dirais, pour nous, Européens, c'est que ça va entraîner une défaite de l'OTAN et de l'Union européenne, et qu'on peut espérer que ça aura des conséquences politiques. C'est ce à quoi on a affaire. Et aujourd'hui, on est dans une situation semblable, c'est-à-dire qu'il faut de toute manière que la Russie et l'Ukraine se retrouvent à un endroit pour discuter, avec Trump qui force Zelensky à rester assis à la table des discussions. Ça, c'est extrêmement important pour que ça avance rapidement. Et sur fond de victoire russe, sur fond d'une armée russe qui avance de partout et d'une économie russe qui performe, pour faire un affreux anglicisme, largement contre tout le bloc occidental, surtout face au bloc européen. Donc, ça, c'est ce qu'on a. Donc, moi, je pense que la séquence, si elle dure comme ça, est plutôt positive. C'est-à-dire que tout est en place pour que Kiev accepte les conditions russes, contraintes à la fois par la réalité du terrain et par Donald Trump qui veut passer à autre chose. Et d'ailleurs, on parlait de cette conversation entre Trump et Poutine. Je ne pense pas qu'il ait parlé pendant 2h30 de l'Ukraine. À mon avis, ils en ont parlé pendant un quart d'heure. Poutine a dit, voilà, moi, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je suis prêt à concéder, notamment me retirer des régions qui, pour l'instant, ne sont pas dans la constitution russe. Voilà ce que je suis prêt à donner, à fournir l'électricité par la centrale nucléaire de Zaporozhye, etc., etc. Ça, évidemment, il y a quelques concessions que la Russie peut faire. Mais ça prend un quart d'heure, 20 minutes, et Trump est déjà au courant, et de toute manière, les diplomates le savent déjà. Donc, ils ont parlé d'autre chose. Ils ont parlé du Moyen-Orient, ils ont parlé de l'accord nucléaire avec l'Iran, ils ont parlé de l'exploitation de l'Arctique, ils ont parlé de l'exploitation des terres rares, etc., en Russie, et des investissements économiques communs. C'est ça qu'ils ont fait. Donc, je pense que la séquence est plutôt positive. Si les Européens et le régime de Zelensky étaient raisonnables, ils accepteraient tout de suite ce que demandent les Russes. Tout de suite, avant que les conditions s'aggravent. Eh ben, merci Xavier. On va passer à tout autre sujet. On va parler aussi de choses assez graves, d'euthanasie. En attendant, petite publicité. Alors, effectivement, n'oubliez pas aussi, comme j'ai déjà pu le dire, de dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça aide énormément au référencement, même un commentaire avec une lettre, un mot, un bonjour. N'hésitez surtout pas. Alors, on va parler de l'aide à mourir. Alors, tout autre nom
pour parler de la même chose, d'euthanasie. L'Assemblée nationale va se prononcer sur l'aide à mourir ce 27 mai et ça fait déjà hérisser pas mal de poils. Alors, il y a 5 points qui ont été votés. Pour rappel, hein, ça a déjà été adopté en première, comment dire, en premier visionnage. 5 conditions en particulier cumulatives. 164 voix pour et 103 voix contre. C'était surtout la droite et la droite nationaliste, pour ne pas dire le terme qui fâche, extrême droite, qui ont voté contre. Mais voilà, la majorité l'a emporté. Les 5 conditions, lesquelles sont-elles? Au moins avoir 18 ans, même si LFI voulait proposer à partir de 16 ans avec l'accord des parents. Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France. Donc ça ouvre la possibilité aussi aux étrangers. Que la personne soit atteinte d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Que la personne soit présente une souffrance physique ou psychologique qui soit réfractaire au traitement, soit insupportable selon la personne. Et la dernière condition, c'est que la personne soit apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. Je pense que c'est celle-là la plus grosse difficulté. Pourquoi Xavier, il pousse en avant, et surtout que ce soit autant soutenu même par l'opposition particulière de gauche, l'euthanasie, alors que quand même ça reste un sujet assez polémique en France, un peu comme la peine de mort. Je pense que c'est le projet de la gauche, en fait. Je pense que aujourd'hui, Excuse-moi, je me permets de t'interrompre. Définis ta gauche. Oui, j'ai écrit un bouquin là-dessus. C'est-à-dire que finalement, quand on regarde le projet révolutionnaire français tel qu'il a été mis en place par la gauche, c'est un projet de déchristianisation du pays et de lutte contre ce que j'appellerais l'ordre naturel et chrétien. Et donc, ce projet, c'est tout ce qui leur reste. Le gouvernement de la France par la gauche aboutit à un effondrement économique complet. Ça aboutit à même un risque de disparition du pays sous les vagues migratoires. Et donc, finalement, ils n'ont plus aucun projet et ils sont incapables de se remettre en cause. Mais derrière, il y a toujours cette idéologie qui est d'ailleurs poussée par la franc-maçonnerie autour du Grand Orient de France, hein, toutes ces lois, l'avortement, etc. Tout ça, c'est travaillé le vendredi quand ils se déguisent avec leur petit tablier, là, où ils nous sortent comment dirais-je, leurs projets sociétaux, anthropologiques. Et donc, finalement, le but, eh bien, c'est de libérer l'homme de tout ce qu'il contraint. Alors, à l'origine, c'était Dieu, ensuite, ça a été la famille, ensuite, c'était la patrie, ensuite, ça a été la détermination sexuée, ensuite, ça a été le droit de tuer les enfants dans le ventre des mamans, et puis là, maintenant, c'est le droit de tuer les vieux. Donc, évidemment, c'est une loi qui est extrêmement dangereuse, sachant que l'euthanasie, c'est comme l'avortement, ça existe déjà. Il y a des gens qui mettent fin à leur jour, qui mettent fin au jour d'autres personnes parce qu'elles sont dans le coma, etc. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, ça a toujours existé, ça existera toujours. Mais la question, c'est d'en faire une loi et de le systématiser. Et c'est ça qui est vraiment, pervers. Des avortements, il y en avait, même lorsque l'avortement était interdit. Mais c'est à partir du moment où, finalement, l'État nous explique que c'est la norme. Et ça, c'est extrêmement grave. Et c'est aussi refuser de voir le rôle qu'a la vieillesse, la maladie et la souffrance pour l'être humain. En fait, c'est aussi, ça fait partie de l'équilibre de la société, d'avoir à s'occuper des personnes âgées, d'avoir à être charitable vis-à-vis d'une femme enceinte, vis-à-vis je dirais, de la manière dont s'organise la société. Les malades, les vieux, les femmes enceintes ont leur place. C'est pas un boulet pour la société, c'est au contraire un plus. Les grands-parents, normalement, ils devraient pas être dans des mouroirs complètement oubliés de leurs enfants. Ils devraient être au contraire avec leurs enfants, leurs petits-enfants, parce que les petits-enfants ont besoin de voir leurs parents. Et là, ce qui est derrière, c'est en même temps donc une vision évidemment matérialiste, antichrétienne de la société. Et puis, c'est de se débarrasser des bouches à nourrir. C'est ça aussi, c'est-à-dire d'accélérer la fin. Donc, c'est parfaitement ignoble, c'est absolument pas surprenant. À chaque fois, on va nous expliquer que c'est au nom d'un plus grand bien, mais évidemment que c'est pas le cas. Mais moi, je remettrais ça plutôt, donc comme ce que je disais au début, dans le fait que finalement la gauche a complètement échoué. Et ce à quoi on assiste en fait en France, c'est à la fin de la Révolution. La Révolution française a détruit la France, tout simplement.
C'est ça qui s'est passé. Je ne dis pas du tout que la monarchie aurait dû survivre. Je pense que d'ailleurs, si la révolution a eu lieu, c'est parce que, eh bien, il y avait des archaïsmes dont la monarchie n'arrivait pas à sortir. Je pense qu'elle aurait dû s'arrêter en 1791 et ne pas passer par la phase de terreur qui est fondamentale pour la gauche française. Hein. La gauche française se construit dans la terreur, ce qui marque le début de cette comment dirais-je, de ce courant politique, c'est le régicide. Donc, ça commence par un crime, hein, c'est le régicide, le génocide vendéen et la guerre contre l'Europe. C'est les deux courants que j'ai identifiés de la gauche, c'est-à-dire les Girondins qui font la guerre pour exporter les idées de la Révolution, des idées de la gauche française, et Robespierre qui extermine une partie de la population qui ne comprend pas le bonheur d'être républicain. Voilà. Donc, avec en même temps aussi, et ça aussi c'est important de le rappeler, le fait que la transgression, notamment des pratiques sexuelles, la transgression morale, est un acte politique, puisque le marquis de Sade est le président de la section des Piques auquel appartient Robespierre. Donc, c'est-à-dire que enfreindre tout ce qui était la norme, la norme, je dirais, de l'ordre naturel et chrétien, fait partie de la politique de la gauche. Et finalement, aujourd'hui, il ne lui reste que ça. Et il n'y a plus grand-chose finalement à bafouer. Là, l'avortement, c'est fait, c'est dans la Constitution. Je pense que l'euthanasie finira également dans la Constitution. Et puis, il y a le changement de sexe. Voilà. Et finalement, ils sont au bout, ils n'ont plus rien à proposer et il leur reste encore ça. Et visiblement, le Grand Orient veut absolument aller jusqu'au bout. De toute manière, tout ça ne sauvera pas leur régime. Je pense qu'il y a une espèce d'ailleurs de forme de nihilisme là-dedans. C'est que finalement, leur culture est une culture de mort. Ils ne font pas d'enfants. Lorsqu'ils en font, ils les tuent dans le ventre de leur maman et maintenant ils tuent leurs vieux. Donc quoi qu'il arrive, et c'est le problème aussi de la gauche aujourd'hui française, c'est qu'elle sera grand remplacée. Elle sera grand remplacée par des populations qui font des enfants, que ce soit des Noirs, des Arabes ou des Blancs catholiques, puisqu'en gros, aujourd'hui, en France, il n'y a plus qu'eux qui font des gosses. Je veux dire, en quantité, avec une masse critique. Donc, en fait, on a pour moi un soubresaut de cette gauche infâme, cette gauche bourgeoise infâme, qui a fait la révolution, qui a complètement échoué. Le pays, la France était un paradis. Aujourd'hui, ils sont en train de le transformer en un enfer économique, un enfer ethnique et qui met en jeu d'ailleurs la survie de notre pays. Et finalement, je vois ça un peu, oui, vraiment comme le dernier soubresaut de la Révolution. Il y a encore quelques gens qu'on pourra tuer pour cimenter notre, je dirais, leur groupe. C'était aussi le sens d'ailleurs de l'avortement dans la Constitution. C'est-à-dire, c'est pour faire le tri entre ceux qui suivent la voie qui est tracée par, on va dire, Robespierre et Brissot, Danton, il y a 230 ans, et puis ceux qui résistent. Voilà. Ça va permettre une fois de plus à la gauche bourgeoise de savoir ceux qui résistent encore. Et avec l'avortement dans la Constitution, ça a marché, puisque une majorité du Rassemblement national a voté pour. Donc petit à petit, ça permet de faire le tri. Ça permet notamment à Marine Le Pen de faire le tri à l'intérieur de son parti. Je ne serais pas étonné que parmi les députés du RN qui n'ont pas voté pour l'avortement dans la Constitution, il y en a un bon paquet qui dégage aux prochaines législatives. Et ainsi de suite. Et on verra ça également au sein de l'euthanasie. C'est toujours un moyen pour le régime de purger en fait de purger le parti, un peu comme un peu à la stalinienne, en promouvant et en faisant voter sur des lois qui, encore une fois, mettent à mal, bafouent l'ordre naturel et chrétien. Alors, tu nous parles de dernier acte. Est-ce que tu ne penses pas qu'il pourrait aller encore plus loin? Parce que là, moi, alors, en termes de valeur, tout ça, c'est vrai qu'ils sont allés quasiment jusqu'au bout. Mais moi, je pense aux technologies dans le futur. Ils pourraient théoriquement aller encore plus loin à forcer l'utilisation de certaines technologies ou, si on peut aller encore plus loin, dans quelques décennies déjà, l'utilisation, je ne sais pas moi, de puces ou de choses comme ça, qui deviennent obligatoires pour tout être humain vers une sorte de robotisation. Alors ça fait un peu science-fiction, mais pour moi, à mon avis, on n'en est pas non plus extrêmement loin. T'en penses quoi? Je pense que si Robespierre avait eu comme moyen de contrôle de la population ce que la technologie aujourd'hui nous permet, il aurait été ravi, il l'aurait massivement utilisé, c'est évident. Cela dit, je pense malgré tout que cette gauche que je décris, elle est quand même au bout de son parcours.
Et alors effectivement, elle se raccroche à l'éducation nationale puisqu'elle a besoin de chair fraîche. Donc comme elle ne fait pas d'enfants, comme elle tue ses propres enfants, eh bien, il faut qu'elle trouve quand même des gens qui vont payer les retraites, qui vont payer les 10 000 € de retraite de Jean-Luc Mélenchon, les 5 retraites de François Hollande. Il faut quand même que quelqu'un paye. Donc, l'idée, c'était de faire venir des migrants. Le problème, c'est que ces migrants, déjà, ils ne sont pas forcément là pour travailler. Et puis, eux, ils n'ont pas forcément aussi envie de payer les retraites des vieux blancs. Donc, il faut leur expliquer par l'éducation nationale que c'est leur but dans leur vie. Il faut récupérer les enfants des Français blancs qui en font encore. Je citais notamment la minorité catholique qui fait encore des enfants. Et on leur bourrait le crâne dans l'école pour leur expliquer que c'est tout à fait normal, que tout ça est normal. Que, en fait, le but dans leur vie, c'est de servir cette gauche bourgeoise qui, elle, en revanche, tue les enfants, tue les vieux et promeut la castration des enfants pour qu'ils deviennent des filles, d'enlever un morceau de bras aux filles pour qu'elles puissent avoir un pénis, etc. etc. Donc tout ça pose un problème quand même structurel à la gauche. Et c'est pour ça que ce que je crains, moi, dans l'immédiat, c'est que c'est l'accentuation de la gauchistisation de l'éducation nationale, qui d'ailleurs ne devrait pas s'appeler éducation nationale, mais instruction nationale. Le but de l'école, c'est d'apprendre à lire, écrire et compter. C'est pas de transformer les enfants en électeurs de François Hollande ou d'Emmanuel Macron ou de Jean-Luc Mélenchon. Et pourtant, évidemment que le but, c'est ça, parce qu'il faut que encore une fois, le problème fondamental de la gauche, c'est que c'est une culture de mort. Et qu'elle veut vivre, et que les vieux boomers cette génération que j'ai décrite déjà, François Hollande, eux veulent vivre grassement. Gérard Larcher, il veut pas renoncer aux langoustes payées par le contribuable français. Donc, encore une fois, il faut matraquer, mettre dans le crâne de ces jeunes populations qu'ils doivent servir la gauche bourgeoise, en fait. C'est le projet sous la Troisième République, c'est le projet sous la Quatrième, et c'est finalement le projet sur la Cinquième en train de décliner. Donc aujourd'hui, pour moi, ce qui me fait peur dans l'immédiat, c'est pas tellement mettre des puces dans le crâne, c'est plutôt ce que va devenir l'éducation nationale, et puis c'est le déclin global du pays. C'est-à-dire que pendant que les profs apprennent aux enfants à devenir des gauchistes, ils ne leur apprennent ni à lire, ni à écrire, ni à compter, ni à devenir des ingénieurs. Alors qu'on voit que en Asie, eh bien, toute l'innovation part là-bas, et que nous, on est en train d'être complètement largués dans tous les domaines qui étaient pourtant la force de la France, la haute technologie, le nucléaire, l'aéronautique, etc. Tout ça est en train de disparaître parce que finalement, l'obsession de la gauche bourgeoise, c'est d'avoir des masses. Finalement, leur modèle, c'est l'URSS, c'est-à-dire des masses très mal payées, qui ont juste de quoi tenir tout le mois et qui finissent le mois à zéro, donc qui ont encore quelque chose à perdre pour ne pas se rebeller, mais qui ont tellement la tête dans le guidon que ils vont continuer à servir le régime et à travailler dans des boulots mal payés, mal foutus, pour permettre, encore une fois, à Gérard Larcher de reprendre de la langouste, à François Hollande d'avoir ses 5 retraites, à Jean-Luc Mélenchon de faire refaire sa résidence secondaire, et à Jordan Bardella d'avoir 10 000 € de salaire sans jamais avoir de travail productif de sa vie. Donc aujourd'hui, il y a tout un système qui tente de survivre de cette manière, en imposant à la fois son idéologie et en prenant le contrôle de l'éducation nationale, de l'information. On est dans une espèce de système qui, c'est l'URSS en pire, je pense. Ce vers quoi on va, c'est l'URSS en pire. Parfait. Bon, ouais, merci Xavier, sur ces derniers mots un petit peu négatifs, mais très réalistes en tout cas. Merci en tout cas à toi et merci beaucoup à vous de nous avoir suivis jusque-là. Et n'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de Divergence. À la semaine prochaine. Au revoir.